Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous voyez mon écran? On va attendre quelques minutes, peut-être que tout le monde ait le temps de se connecter. On va démarrer. On va peut-être démarrer si ça vous convient. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est bon pour tout le monde, Nathalie. C'est bon pour tout le monde? Allez, on démarre C'est alors. parti. Donc, bienvenue à ce webinaire qui va être consacré aux bons de commande et aux services de calcul et plus globalement au parcours de financement, les premières étapes du parcours de financement des sens imagerie RIS et DB, Dreambox Vague 2. Donc, merci de vous être connectés, de vous être rendus disponibles. Ce webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas qu'on l'enregistre, n'hésitez pas à vous manifester, hein, vous avez le choix. Sinon, il sera enregistré et l'enregistrement sera disponible sur le site de l'ANS, comme d'habitude, quelques jours après le webinaire. Donc, on est là pour répondre à toutes vos questions concernant ces modèles de bons de commande que l'ASP a mis à disposition sur son site et à répondre également à toutes vos questions sur le service de calcul qu'on va vous présenter et l'enrôlement anticipé au guichet imagerie VAC 2 de l'ASP. Donc, le webinaire, il sera divisé en 5 parties, on va dire, avec les questions-réponses. On fait une supplémentaire. On va commencer par un très rapide aperçu des premières étapes du parcours de financement. Ensuite, on enchaînera sur des zooms, 3 zooms. Un zoom sur les modèles de bons de commande, un zoom sur l'enrôlement anticipé au guichet de l'ASP, et enfin un zoom sur les services de calcul. Et puis, on complétera par questions-réponses. N'hésitez pas à les poser dans le chat en direct. On essaiera d'y répondre en direct ou de les prendre au fur et à mesure. Et pour ça, on débloquera les micros et les caméras si vous avez besoin d'intervenir. Donc, je vais commencer par un aperçu du parcours de financement synthétique pour resituer les différentes actions, les bons de commande, le service de calcul et les différents guichets de financement dans leur ensemble. Donc, de façon très synthétique, pour replacer les choses à leur place, vous aurez à commencer par une phase de préparation qui est réalisée une seule fois, hein, pour toutes les commandes. Donc, cette phase de préparation qui vous permettra de préparer vos modèles de bons de commande, vos modèles de devis, de vous enrôler sur le portail de l'ASP, de mettre à jour et de définir vos grilles de, de, de montants avant de pouvoir passer les commandes. Ensuite, une fois que vous avez identifié un client et que vous souhaitez lui proposer un devis, un bon de commande, on rentre dans cette deuxième étape, donc là, client par client, on va dire, où vous émettez un devis, donc vous réalisez un devis, un bon de commande, vous les émettez, vous les faites signer par vos clients. Une fois que ce bon de commande est signé par le client, vous pourrez faire une demande d'avance sur le portail de l'ASP, portail qui ouvrira en juillet. L'enrôlement anticipé, lui, pour le coup, ouvrira à partir de mi-mai. Je rajoute une information que j'ai oublié de préciser, mais qui est importante. Ce parcours concerne tous les fournisseurs au sens des appels à financement, c'est-à-dire que vous soyez éditeur et que vous proposiez votre solution auprès des établissements de santé et cabinets de radiologie ou de médecine nucléaire
ou que vous soyez distributeur d'une solution qui sera référencée, ce parcours est identique et vous concerne. Donc, une fois que vous avez fait votre demande de finance, votre demande d'avance, ensuite, bon, il y a la réalisation de la prestation, puis la demande de solde. On ne va pas rentrer pour l'instant dans ces détails de la demande de solde, ni de la demande d'avance dans un premier temps. On va se limiter à ces premières étapes, donc de préparation du bon de commande, de personnalisation, si vous le souhaitez, des modèles de bon de commande sur la base des modèles qui sont proposés par l'ASP et par l'ANS, et de mise au point de ces bons de commande, d'enrôlement sur le portail de l'ASP et de définition de vos montants de financement à partir du service de calcul. C'est ces premières étapes qu'on va présenter ici et qu'on va zoomer. Je vais commencer par vous donner quelques détails et quelques liens qui vous permettront d'accéder à des ressources par rapport à ces deux premières étapes. Donc là, c'est juste un détail. Vous pourrez récupérer ces liens et cette présentation dans quelques jours sur le site de l'ANS. Donc cette première étape de préparation qui est à réaliser une seule fois, à titre indicatif, ce que vous avez à faire pour cette étape. Donc d'abord, vous enrôlez de façon anticipée sur le portail de l'ASP. Cet enregistrement, finalement, vous l'avez peut-être déjà fait dans le cadre de la vague 1. Vous allez peut-être le faire si vous ne l'avez pas fait dans le cadre de la vague 2. Et il vous permet, pourquoi on vous permet de le faire avant même, bien à l'avance par rapport aux premières demandes de financement? C'est parce que vous le verrez, ça permet d'avoir accès à un certain nombre d'outils qui vous permettent, par exemple, de tester vos modèles de JSON, puisque pour faire une demande de financement, vous devez justifier de la commande, donc envoyer le bon de commande signé par le client, mais également envoyer un JSON, donc c'est un format XML qui permet à l'ASP de récupérer toutes les informations du bon de commande sous un format exploitable de façon automatique. Et cet enrôlement anticipé vous permettra de tester ces modèles et de les mettre au point. Dans cette phase de préparation, vous aurez aussi, si vous le souhaitez, à personnaliser vos bons de commande sur les modèles qui sont proposés sur ce lien-là. Définir votre grille tarifaire sur la base de ce qu'il y a dans la F, bien sûr, en ne dépassant pas les plafonds. Et puis, vous pourrez également, vous l'avez déjà fait pour certains, demander un accès au service de calcul. On verra comment fonctionne ce service de calcul pour ceux qui ne l'ont pas déjà utilisé ou pour ceux qui l'ont déjà utilisé d'ailleurs. Ensuite, on rentre dans une seconde phase, cette fois, cette phase qui est à faire pour chaque commande, finalement, où vous pourrez vérifier que les finesses de vos clients, les RPS des professionnels libéraux, sont bien valides dans l'annuaire santé, et vous calculerez les montants à indiquer sur chaque bon de commande auquel vous est vendu les prestations principales et secondaires. Et ça, vous pourrez utiliser le fameux service de calcul. On verra comment il fonctionne. Ensuite, troisième étape, vous pourrez déposer, une fois que le bon de commande est signé, déposer une demande d'avance sur le portail de l'ASP. Une précision qui est importante, les bons de commande ne doivent pas être signés par les clients plus de 120 jours avant la date de dépôt du dossier complet de référencement de la solution. Donc ça, il faut bien veiller à respecter ce délai et à ne pas dépasser ce délai. Voilà. Et précision également, aucune demande d'avance ne peut être faite avant le référencement de la solution. Tout ça est indiqué dans la F. Alors, s'il n'y a pas de questions à ce stade, je vais passer au premier zoom sur les modèles de bons de commande qui sont proposés sur le site de l'ASP, que vous pouvez déjà télécharger pour vous en approprier et les personnaliser si vous le souhaitez. Alors, avant de rentrer dans le détail et faire quelques zooms sur ces bons de commande et sur les informations qu'on a souhaité porter à votre connaissance et détailler dans ce webinaire, je rappelle certaines informations importantes sur les conditions de financement qui portent sur les clients. Je pense que c'est important de se le redire, même si ça peut paraître évident pour certains. Déjà, le client, c'est une personne morale qui va être soit un établissement de santé, public ou privé, donc il dispose d'un finesse juridique et d'un finesse géographique pour chacun de ces sites.
Ça, vous pouvez le retrouver dans l'annuaire santé qui est disponible sur le site de l'ANS. Le client peut également être un cabinet libéral de radiologie ou de médecine nucléaire, quelle que soit sa forme juridique. Voilà, il est identifié dans tous les cas par un SIREN. Alors, il y a quelques règles sur l'unicité du financement, à la fois pour le RIS et pour la Dreambox. Pour le RIS, donc un seul financement, donc une seule commande par instance logicielle de RIS. Voilà. Donc, dès lors que plusieurs établissements, plusieurs cabinets partagent une même instance logicielle de RIS, on passe une seule commande et on indiquera chacun de ses clients dans cette commande. Du coup, ce qui en découle, c'est qu'un numéro d'assurance maladie, alors un numéro d'assurance maladie, c'est un numéro qui est associé à un lieu d'exercice d'un médecin libéral. Un numéro d'assurance maladie ne sera associé et n'apparaîtra que dans une seule commande. Ça découle donc de ce premier principe. La même chose pour finesse géographique d'un établissement de santé, qui, de la même façon, ne sera financé qu'une seule fois et n'apparaîtra donc que dans une seule commande. Pour une activité donnée, mettons que autant un médecin libéral ne peut pas exercer les deux activités, médecin nucléaire et radiologue. Par contre, un établissement de santé peut bien sûr avoir la double activité. On peut imaginer certains cas où l'activité radio et l'activité médecine nucléaire sont adressées par deux risques différents. Dans ce cas-là, ce finesse géographique pourra apparaître dans deux commandes maximum, un pour la radio et un pour la médecine nucléaire. Côté Dreambox, les règles sont équivalentes avec une règle supplémentaire, une seule commande par PAX. Une seule Dreambox par PAX. Il y a plusieurs. Et donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'une commande pouvait rassembler, finalement, une instance logicielle peut couvrir plusieurs clients qui se mettent d'accord entre eux ou qui font partie du même groupe, par exemple. Cette règle, ça se traduit dans le bon de commande. Et donc, si une commande est passée par plusieurs clients, bien sûr, tous ces clients devront signer le même bon de commande. Alors, s'il n'y a pas de questions, j'enchaîne sur la suite. Et là, je vais passer la parole à l'ASP qui va vous présenter les règles à respecter quand vous réutilisez les modèles de bons de commande qui sont mis à votre disposition, de façon à ce que la demande d'avance et la commande soient bien acceptées et ne posent pas de problème d'interprétation. Là, je ne sais pas si c'est... Voilà, merci Julia. Oui, donc bonjour à tous. Déjà, premier point, je tenais juste à souligner un point. L'accès à l'utilisation du simulateur privé pour tester son JSON est disponible dès l'accès à l'enrôlement, que ce soit un enrôlement anticipé, complémentaire ou initial. Mais en revanche, pour utiliser et vraiment déposer la demande, l'enrôlement doit être validé pour déposer sa demande d'avance. Et du coup, lors du dépôt de la demande d'avance, vous devrez bien entendu déposer un bon de commande. Donc, on peut, si vous le souhaitez, le présenter dans un second temps. Ce modèle de bon de commande est disponible sur le site de l'ASP directement, donc via le lien qu'il y a dans ce support, mais aussi directement en se rendant sur le site de l'ASP par définition. Du coup, vous le retrouverez dans la rubrique couloir imagerie et dans l'onglet documents. Donc, à partir de la vague 2, le bon de commande que vous allez déposer va passer par un moteur de lecture automatique, de lecture optique. Et c'est pour ça qu'il y a une véritable importance à accorder à votre manière de compléter ces modèles. D'ailleurs, on vous recommande très vivement de reprendre le modèle de bon de commande lorsque c'est possible pour que ça facilite et vous garantisse plus de chances d'avoir une instruction, on va dire, plus facile et optimale. Donc les règles de gestion à respecter lorsque vous complétez, votre bon de commande, c'est, déjà, le principe de case à cocher. On a vraiment, entraîné le lecteur optique pour qu'il puisse reconnaître, les cases à cocher lorsqu'elles sont, par définition cochées ou non. Donc, il est entraîné à les lire telles quelles. Également de cette même façon, l'utilisation des tableaux pour, renseigner les informations. Vous verrez, lorsqu'on va présenter, les bons de commande que, il y a quand même beaucoup d'informations à renseigner. Donc, c'est vraiment, l'utilisation des tableaux qui permettent de rendre la lecture optimale et c'est surtout l'ordre des informations. L'ordre des informations, pourquoi? Parce que vous verrez, dans les modèles que en fait, vous avez,
toutes les informations qui sont communes à tous les clients qui sont regroupées sur la première page, donc enfin, la première page, la page 2 en l'occurrence, et ensuite les informations par client qui sont regroupées sur une page. Donc comme je l'ai précisé ici sur cette slide, si vous avez plusieurs clients, il faut que vous ayez une page par client et une signature par page par client. Vraiment le respect de ces informations-là permettront, comme je vous le disais tout à l'heure, une instruction facilitée et donc qui dit instruction facilitée, des meilleures possibilités pour votre dossier d'être accepté. Donc voilà. Si vous le souhaitez, on peut du coup cliquer sur, le site de l'ASP pour vous montrer le bon de commande. Alors, dans ce cas-là, il faut que je Ouais, du coup, le temps que refasse tu le bascules partage. là-dessus, ouais, Ouais. vas-y, le temps que tu partages, il y avait la question également dans le chat sur la partie JSON, où il y a une question en parallèle du bon de commande. Oui, axe sur un alors j'avoue que je ne suis pas assez, technique pour comprendre la question. C'est la toute première question, Julia, sur pourquoi maintenir le fichier JSON en parallèle de la lecture optique du bon de commande. Ah pardon, j'étais pas sur le même onglet, excusez-moi. J'arrive. Alors non, j'ai pas la question. Ah, parce que tu es arrivé juste après. Donc oui, il est demandé pourquoi on maintient le fichier JSON en parallèle de la lecture optique du bon de commande. En fait, la lecture de JSON permet vraiment d'avoir des calculs, sur le portail, quelque chose qui n'est pas permis, via la lecture Radlad et ça permet aussi d'avoir un axe de comparaison en plus entre les données pour garantir, bah, du coup leur véracité. Donc ce souhait-là est d'une part maintenu pour, les calculs et les contrôles internes au JSON et aussi pour l'axe de comparaison avec, les lectures optiques. Je partage le lien sur lequel j'ai cliqué dans le PPT, Julia. Oui, merci Nathalie. Donc si tu déroules plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Plus bas. Voilà, couloir imagerie RIS-DB, document vague 2, modèle de bon de commande. Et ça va ouvert par ailleurs. Comme ça, on a fait Et donc ici, le voilà, source vous avez complet. toutes les explications. Donc si tu déroules, on retrouve ce que je vous montrais justement dans la slide. Donc ici, vous avez toutes les informations qui sont communes à tous les clients, donc les informations du fournisseur. On vous remet aussi en gras, hein, en haut de cette page, les raisons pour lesquelles on vous recommande d'utiliser les bons de commande. Et aussi quelles sont les informations obligatoires, et cetera, et cetera. Et ensuite, si on continue de dérouler, du coup, on vous reprécise informations communes à tous les clients avec, du coup, tout ce qui est, dénomination commerciale, les informations de montant, de TVA, et cetera. On zoomera tout à l'heure sur ces parties-là. Oui. Pareil, c'est dans l'installation commun à tous les clients. Et ensuite, comme vous pouvez le voir ici, donc on a informations spécifiques à chaque client. Donc là, vous avez client numéro 1, mais si vous avez imaginons 3 clients, bah, dans ce cas-là, vous dupliquez, cette slide 3 fois en indiquant client numéro 2, client numéro 3 et comme ça, vous aurez bien, chaque information, spécifique à chaque client, notamment, bah, comme on peut le voir en dessous, hein, la signature qui doit apparaître pour chacun des clients sur cette page-là. Voilà. Et c'est la dernière page du bon de commande. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis désolée, je ne les avais pas vues du coup. Bah, écoutez, si c'est bon, je Quand aurons-nous la documentation technique du JSON? alors, celle-ci est en cours de construction. Normalement, elle devrait arriver, la semaine prochaine, au retour de ma collègue. Donc, ça sera disponible dès la semaine prochaine. Je peux continuer du coup, s'il n'y a pas d'autres questions?
Merci. Je vous propose maintenant de passer sur un zoom. On a vu un aperçu du modèle de bon de commande avec ses différentes pages. Donc, certaines sections sont communes à tous les clients, si vous avez plusieurs clients qui sont couverts par la commande. Et puis, certaines sont à dupliquer pour les informations qui concernent spécifiquement chaque client. Donc ici, on va zoomer sur tout ce qui est information sur les clients et aide de minimis. Je crois que c'est Nadine qui présente cette partie-là ou Julia, je ne sais pas. Bonjour. Peut-être que vous voulez que je le fasse. Oh, peu importe, pas de souci. Donc, la personne morale, pour rappel, est la propriétaire de l'instance logicielle. Et donc ici, sur la droite, on vous a inséré la capture d'écran sur la partie aide de minimis à compléter. Il faut bien respecter à chaque fois la date d'attribution de l'aide au format jour, mois, année et préciser le montant alloué. Et il faut faire ça pour chaque aide que vous avez pu avoir hors financement Ségur. Et dans le cas où une instance correspondrait à plusieurs clients sirènes, les éléments doivent être dupliqués pour chacun des clients. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais apporter une petite précision sur les aides de minimis. Alors, parce qu'il y a des petits caractères en gras qui sont sur le pied de page du bon de commande et qui sont dans l'AF, donc pour bien remettre les choses au clair. Les établissements de santé, tous ceux qui sont identifiés par un FINES, ne relèvent pas des aides de minimis, mais relèvent de décisions SIEG et sont, à ce titre, dans le cadre de cette décision, exemptés de notification des aides qu'ils ont déjà perçues. Donc, ils n'ont pas besoin de déclarer les aides déjà perçues. Donc, ici, les clients qui relèvent des aides de minimis sont tous les autres, c'est-à-dire les cabinets libéraux, qui, eux, devront, s'ils en ont perçu, déclarer les aides de minimis qu'ils ont déjà perçues. Et on vous demande par simplicité de déclarer ces aides, donc d'accompagner vos clients à déclarer ces aides, hors financement Ségur qui aurait déjà été perçu dans le cadre de la vague 1, par exemple. Ces aides de minimis, il y a un règlement qui indique que ça ne doit pas dépasser un plafond. Déjà, la déclaration de ces aides de minimis est obligatoire et ça aide, bien sûr, à voir ensuite si ça dépasse le plafond ou pas sur les 3 ans. Donc, c'est 3 ans avant l'attribution des financements Ségur. Voilà, vous pourrez retrouver le détail de ces éléments dans l'AF et dans le bon de commande. S'il n'y a pas de questions, je ne les vois pas, donc c'est pour ça que je pose la question. Je vais aller sur la suite. Et je vous propose cette fois un zoom sur les scénarios d'installation. Vous avez vu qu'il y a une page qui est dédiée au scénario d'installation qui permet de préciser les choses par rapport au déploiement et à l'instance logicielle, que ce soit RIS ou Dreambox, dans les deux bons de commande qui vont être installés chez le client. Alors, ces informations, elles permettent de préciser des éléments qui ont parfois un impact sur le montant, qui ont un impact sur la façon dont le logiciel est installé. Je vais zoomer sur le RIS et sur la Dreambox sur certains points qui sont vraiment importants et qu'on doit bien garder en tête pour bien remplir un bon de commande. Alors, pour la partie RIS, sur la partie esclave des identités, le RIS peut être esclave des identités ou non. S'il est esclave des identités, ça veut dire que la qualif INS est déléguée à un autre composant du système d'information de l'établissement, au RI ou au GAM. Donc, dans ce cas-là, on vous demande de l'indiquer puisque les barèmes de financement ne sont pas les mêmes selon que le RIS est esclave des identités ou pas. Donc, il est important, obligatoire de renseigner cette partie de façon correcte. Ensuite, il y a des cases à cocher pour préciser les demi-connecteurs qui sont déployés sur demande de client. Ce sont les termes de l'AF. Alors, je vais zoomer sur 2 demi-connecteurs. Le demi-connecteur entre le RIS et la Dreambox, le demi-connecteur avec la téléradiologie et plateforme de téléradiologie. Alors déjà, le premier demi-connecteur entre le RIS et la Dreambox, très important d'y prendre bien attention et de bien le cocher obligatoirement à partir du moment où le client
va passer une commande Dreambox, que ce soit auprès de votre société ou pas. Si le client ne coche pas ce demi-connecteur, il ne bénéficiera pas du demi-connecteur RIS Dreambox et du coup, après, derrière, il aura quand même des soucis pour installer la Dreambox. Donc, il est vraiment important que cette case soit cochée, même si la commande Dreambox n'a pas encore été passée, été anticipée ou n'est pas encore dans les discussions. Il faut que cette case soit cochée. C'est vraiment important. Et je le répète, même si le projet Dreambox n'a pas encore commencé, que la commande de la Dreambox n'a pas été lancée ou n'est pas encore tout à fait envisagée. C'est important de veiller à cocher cette case. De la même façon, il faut bien faire attention aux demi-connecteurs avec la plateforme de téléradiologie. Dès lors que le cabinet, l'établissement de santé fait appel, travaille avec une plateforme de téléradiologie, il faut bien cocher ce demi-connecteur téléradiologie. Voilà. Je pense que c'est suffisamment clair pour que ce ne soit pas oublié dans les bons de commande. Pour la partie Dreambox, maintenant, donc, il y a également certain nombre de précisions à apporter sur le scénario d'installation et en particulier, donc là je vais parler en particulier du cas où la Dreambox est proposée en mode natif dans PAX. Donc ça, il faut bien le préciser également, c'est important. Et préciser également par la case à cocher si la Dreambox exploite une connexion DICOM qui est préexistante en lien avec la fonction de diffusion web. Donc là, c'est important aussi de bien cocher ça. Pourquoi? Notamment parce que c'est dans ces deux cas, la prestation principale va être une prestation de type mise à jour. Et la prestation mise à jour n'est pas exactement le même type de prestation et les montants de la prestation dépendent du type de prestation mise à jour ou nouvelle acquisition. Donc, c'est important qu'on sache précisément, même si vous avez déjà coché par ailleurs dans le bon de commande le type de prestation mise à jour ou nouvelle acquisition dont il s'agit, bien important de préciser ici si la Dreambox relève d'un mode natif et si elle exploite une connexion d'ICOM préexistante. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires par rapport à ces points-là. Sinon, je vais passer à la suite. Et pour ici terminer par un zoom sur les montants des prestations. Alors, on vous demande bien sûr, comme en vague 1, le montant des prestations. On verra tout à l'heure le détail qu'on demande par rapport à ces montants des prestations. Pour établir ce montant des prestations, vous allez utiliser les numéros d'AM, donc des médecins libéraux, et les numéros de finesse géographiques des établissements de santé qui sont concernés par la commande et donc par le RIS ou la Dreambox qui est commandée. Et donc, c'est ce tableau que vous allez remplir avec le client qui va ensuite vous permettre de connaître donc, les numéros de finesse géographique, les numéros d'AM, et à partir de ces numéros, de déduire les plafonds en matière de nombre d'actes qui sont réalisés, ou de références qui sont réalisées par ces établissements et ces médecins libéraux couverts par la commande par an. Et à partir de ces différents nombres d'actes, on en déduit donc des tranches de financement de A à H. Et ces tranches de financement, si vous vous référez à l'AF, aux différents AF, vont vous permettre de définir les plafonds autorisés donc à ne pas dépasser par commande. Il est important d'apporter un soin particulier au remplissage de ce tableau, puisque c'est les informations de ce tableau, donc notamment les finesses géographiques et les AM, qui vous permettront par la suite de déduire les plafonds maximum autorisés via le service de calcul dont on parlera tout à l'heure. Donc, la façon de remplir ce tableau, donc il y a un tableau par client, et pour chaque client, on va préciser les médecins libéraux qui exercent dans le cabinet ou dans l'établissement concerné par la commande. Donc, pour chaque médecin libéral, on va créer une ligne. Donc là, j'ai mis un petit exemple totalement factice. Donc, pour chaque médecin libéral, on met une ligne avec son numéro de RPPS. Donc, un médecin libéral a un unique numéro de RPPS. Et puis, dans la case ici, dans la 4e colonne, tous les numéros d'AM
de ce médecin libéral. Donc, pour rappel, un numéro d'assurance maladie, un numéro que vous indiquera le médecin et qui correspond au lieu d'exercice dans lesquels il exerce, et lieu d'exercice, bien sûr, qui est concerné par l'instance logicielle, donc par le RIS ou par la Dreambox. On ne va pas indiquer tous les AM du médecin, notamment les AM qui ne seraient pas concernés par la commande. C'est bien les AM associés au lieu d'exercice qui sont couverts par le RIS ou par la Dreambox. La commande qu'on est en train de passer. Et enfin, en dernière colonne, on va indiquer le type d'activité qui est couvert par la commande pour ce médecin-là. Donc, soit c'est de la radio, soit c'est de médecine nucléaire pour un médecin. Et de la même façon, on va créer une ligne par établissement concerné par la commande. Donc là, on indique juste le finesse géographique. Un établissement au sens site possède un finesse géographique et un seul finesse géographique. C'est ce qu'on vous demande d'indiquer ici. Et en dernière colonne, donc on va laisser ces deux colonnes vides là, bien sûr, puisqu'elles ne concernent pas les établissements. Et on va remplir ensuite la dernière colonne, activité, soit de la radiologie uniquement, soit de la médecine nucléaire uniquement, soit une activité mixte pour l'établissement, donc radiologie et médecine nucléaire. Je n'ai rien à dire de plus sur ce slide, donc je vais avancer. Pour zoomer cette fois-ci sur le tableau des montants des prestations principales et secondaires. Alors ici, j'ai pris l'exemple du tableau de la Dreambox. On a quasiment le même tableau pour le RIS, et la façon de le remplir est identique. Donc, il est important ici de préciser le type de prestation principale, soit donc pour la Dreambox, acquisition ou mise à jour Dreambox. Pour le RIS, ce sera mise à jour vague 2 ou mise à jour vague 1 plus vague 2. C'est important de le préciser ici. Il ne faut pas oublier de mettre à jour ici cette description pour cette première ligne. Donc, vous aurez deux lignes à remplir, une pour le montant de la prestation principale, une pour le montant de la prestation secondaire. Attention, la prestation secondaire, c'est le montant de la prestation sur les 3 ans de durée de la prestation secondaire. Ça, c'est important de prendre ça en compte également en faisant une hypothèse de valeur de performance égale à 1. Donc ça, vous aurez un rappel de ce que c'est dans la F. C'est 100% en gros de la prestation secondaire. Ensuite, on vous demande pour chaque prestation, principale, secondaire, de remplir donc le montant hors taxe, le taux de TVA applicable au client et le montant de la TVA, bien sûr, qui découle de ce taux de TVA, et du coup, à la fin, le montant TTC. Donc, on verra tout à l'heure avec le service de calcul, ces montants sont propres. Bien sûr, ils ne sont pas nuls, hein, important. Le montant de la prestation qui sera financée par le Ségur. Ces montants, vous allez les établir en respectant le fait de ne pas déplacer les plafonds. Et pour veiller à ne pas dépasser les plafonds, vous utiliserez le service de calcul sur la commande, et on verra tout à l'heure comment vous pouvez l'utiliser. Et vous pourrez vous référer à l'AF qui vous indique par tranche de financement le montant à ne pas dépasser pour la prestation principale, pour la prestation secondaire, selon le type de prestation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. On passe à la suite. Oui, il y en avait quelques-unes, oui. Nathalie, mais on les traitera en fin de séance. Je n'ai pas répondu à tout. Il y a des questions qui sont directement pour l'ANS, l'ASP, donc on les traitera à la fin. OK. Du coup, j'enchaîne sur l'enrôlement anticipé. Vas-y. Donc là, je vais passer la parole à Julia ou Nadine qui va nous présenter la façon dont se passe l'enrôlement anticipé donc sur le portail de l'ASP. Merci. Vous avez fait les démarches de demande de référencement de votre logiciel auprès de l'ANS. Vous pouvez d'ores et déjà faire une demande d'enrôlement anticipé sur le portail Segurnum de l'ASP. Si vous n'avez pas encore de compte sur le portail, vous allez déposer une demande d'enrôlement initial anticipé.
Je vous alerte juste sur le mandat dépositaire délivré par le représentant légal. Il est un peu différent de celui de la vague 1. Donc, il faut vraiment prendre celui de la vague 2 qui est à votre disposition sur le site de l'ASP. Nathalie vous a déposé les liens en tout début de document. Si vous possédez déjà un compte, en revanche, vous allez déposer une demande d'enrôlement complémentaire. Donc là, vous avez déjà votre identifiant, votre mot de passe. En revanche, si vous avez un changement au niveau du représentant légal ou du dépositaire, il faut en ce cas nous en informer via le formulaire de contact pour qu'on modifie votre enrôlement initial. C'est le prérequis, en ajoutant les mandats éventuels et les pièces d'identité. On vous a remis le petit process schématique sur la slide, donc comment vous vous connectez sur le portail, vous déposez votre demande d'enrôlement, et puis ensuite interviendra l'instruction de la demande par nos services. Passer à la slide suivante, merci. Donc les avantages de cet enrôlement anticipé qui n'existait pas sur la vague 1, c'est de vous permettre d'avoir des actions sur le portail, notamment de naviguer, de consulter les données liées à vos demandes d'enrôlement, vérifier le statut, où elles en sont au niveau de l'instruction, utiliser le simulateur privé d'Edgizon, comme l'avait évoqué tout à l'heure Julia, avec les éventuels codes d'erreur qui peuvent vous revenir et vous permettre d'ajuster ces JSON. Utiliser l'outil de vérification du format des pièces justificatives, là aussi c'est important. Et enfin, déposer une demande d'enrôlement complémentaire. En revanche, tant que votre demande d'enrôlement anticipé n'est pas validée, vous ne pourrez pas déposer de demande d'avance. Pardon. Donc ensuite, vous avez une démarche complémentaire à réaliser pour que votre enrôlement anticipé soit finalisé. Ça va être de déposer votre attestation de référencement dès lors que vous l'aurez obtenue. Donc c'est sur la slide suivante. Donc pour ce faire, vous allez vous connecter à nouveau sur le portail avec votre identifiant et votre mot de passe. Vous allez rechercher votre enrôlement concerné qui aura le statut validation partielle en attente de certificat. Vous allez pouvoir déposer des pièces jointes, donc en l'occurrence, votre attestation de référencement, importer le document et puis vous pourrez cliquer sur « Terminer mon dépôt ». Vous aurez une pop-in qui apparaît que vous devrez confirmer. Et ensuite, cette demande d'enrôlement anticipé va passer au statut certificat de référencement à valider. Elle va être instruite par nos services et vous recevrez un courriel qui vous informera du résultat de l'instruction avec éventuellement une demande complémentaire si votre attestation n'était pas conforme. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Je me permets d'ajouter peut-être un petit élément par rapport à l'utilisation de l'outil de vérification du format des pièces jointes. Ça vous permettra notamment de soumettre un modèle de bon de commande que vous aurez personnalisé selon votre marque et que les services de l'ASP puissent évaluer et analyser votre modèle pour qu'il passe le mieux possible ensuite lors du dépôt des commandes. C'est là, sauf erreur de ma part, je ne sais pas Julia si tu veux compléter. Là, c'est uniquement sur le format des pièces. Oui. En revanche, pour l'analyse d'un bon de commande, c'est dans un autre module du portail qui n'est pas celui-ci. Ah, ok. Pas de souci. Oui, je confirme. Alors, s'il n'y a pas de questions, on les traitera tout à l'heure. Si vous le souhaitez, on va passer au service de calcul. Par cette partie service de calcul. Alors, donc le service de calcul, juste pour rappel, mais je pense que vous l'avez bien compris, le service de calcul, il va vous permettre, sur la base des numéros d'assurance maladie des médecins libéraux, des finesses géographiques des établissements de santé publics ou privés, donc pas tous les finesses, hors activité libérale. Donc, par exemple, un GIE qui a un finesse, lui, sera compté sur la base de l'activité des médecins libéraux.
Donc, sur la base de ces AM et ces finesses que vous avez récupérées dans les tableaux, qui sont indiqués dans les tableaux du bon de commande, vous pourrez utiliser le service de calcul pour en déduire la tranche de financement, c'est-à-dire selon le nombre d'actes, quelle est d'actes de référence effectués par ces médecins libéraux et ces établissements de santé sur l'année 2023, quelle est la tranche donc de A à H qui correspond à ce nombre d'actes annuels en 2023. Ce qui vous permet de ne pas avoir récupéré vous-même le nombre d'actes de vos clients. Important, c'est ça qui vous permet de vous abstraire de cette connaissance du nombre d'actes. Et que ce service sur la base des AM et des finesses vous donne la tranche de financement. Et ensuite, à partir de cette tranche de financement, vous référez à l'AF pour connaître le montant plafond. Voilà. Par la même occasion, le service de calcul vous permet de vérifier l'existence d'une activité non nulle en 2023, puisque c'est une condition pour le financement, de radiologie ou de médecine nucléaire des AM, donc des médecins et des établissements de santé qui sont concernés par la commande. Et je précise que les résultats du service du calcul sont ceux qui font foi, donc ils sont utilisés aussi par l'ASP pour vérifier les montants plafonds. Donc, c'est important d'utiliser ce service de calcul et de ne pas réaliser les calculs vous-même en récupérant, par exemple, le nombre d'actes. Et dernière précision, ce service de calcul, il s'utilise une fois, c'est-à-dire une fois pour la commande. Vous pouvez le vérifier autant de fois que vous voulez, mais il faut bien prendre en compte tous les AM et tous les finesses d'une commande pour réaliser le calcul. Pour ça, vous pourrez, on verra tout à l'heure, dans les différents champs de saisie des AM et des finesses, vous pouvez les séparer par des points de virgule. En tout cas, les résultats ne s'ajoutent pas. Hein. On ne peut pas dire A plus A égale B, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est important de prendre la totalité des AM et des finesses pour utiliser le service de calcul. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense que ça, c'est du coup de la redite. Vous prenez vos numéros d'AM et des finesses qui sont dans le petit tableau, en ayant connaissance du type d'activité associé à chaque médecin ou à chaque établissement. Vous le saisissez dans le service de calcul en fonction du nombre d'examens qui est connu par le service de calcul, l'examen de référence produit par ses clients en 2023. Le service de calcul va en déduire une tranche et va vous indiquer cette tranche, donc de A à H. Et vous n'aurez plus ensuite qu'à vous référer à l'AF pour connaître les montants maximum. Donc, vous faites des petites copies d'écran, bien sûr. Ça n'est pas utilisé tel quel, et c'est ça qui vous donne finalement le plafond pour chaque commande et pour chaque type de prestation. Voilà, pour demander un compte, j'ai oublié de le dire, vous pouvez demander un compte là sur ce mail en envoyant un mail à contact@segurnum.fr. Le service de calcul, lui, il est accessible sur cette URL qui vous est aussi rappelée sur le site de l'ANS. Et il est très simple, hein, il y a une seule page pour le service de calcul. Vous allez saisir l'email qui est autorisé à utiliser le service de calcul, c'est par liste blanche. Vous pouvez donner un nom à votre calcul. Et ensuite, selon si c'est une instance qui va faire que de la radio, que de la médecine nucléaire ou les deux, vous allez remplir les numéros d'AM et les numéros de finesse. Hein, c'est très simple et ça se fait en quelques secondes. Les résultats ne sont pas indiqués directement dans le service de calcul, mais un mail vous est envoyé, donc sur le mail autorisé là, que vous avez indiqué dans l'interface. Un mail vous est envoyé qui rappelle les numéros d'AM et les numéros de finesse que vous avez saisis et qui sont valides. Il vous indique aussi également les AM et les finesses si jamais il y a eu des erreurs qui n'existent pas ou qui sont erronées. Il vous l'indique aussi. Ça peut être important. Il rappelle la référence que vous avez saisie pour que vous retrouviez facilement votre résultat. Puis enfin, c'est ça qui nous intéresse quand même, il vous donne la tranche de financement en fin de mail et c'est ce résultat que vous devrez préciser dans la commande. Petite consigne, et je terminerai là-dessus. J'ai déjà dit, un seul calcul pour la commande, enfin, en tout cas un calcul qui rassemble
tous les AM et les finesses géographiques de la commande. Et si un établissement présente une double activité, de la radio et de la médecine nucléaire, il faudra l'indiquer dans le champ finesse radio et dans le champ finesse médecine nucléaire. C'est important pour ne pas louper une partie de l'activité. On va peut-être passer aux questions-réponses du coup. Je vais me remettre sur le chat. Alors, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu dans le chat? Est-ce que... Ouais, il y en a quelques-unes qui étaient plus spécifiquement à destination de l'ANS et l'ASP, du coup, auxquelles je n'ai pas répondu directement. Alors... Typiquement, donc celle du jeune, on a répondu. Les questions de GHT, j'ai répondu. Date pour la documentation technique du JSON. C'est plutôt pour l'ASP. C'est plutôt pour l'ASP. Désolé. Oui, mais ça, on y a répondu aussi. J'ai dit que ça serait communiqué la semaine prochaine. Super, excuse-moi, pardon, j'avais pas... Pas de souci. Alors, ensuite, on a sur quelle base, mais je ne prends peut-être pas la plus ancienne, mais sur quelle base d'activité s'appuient les données du module de calcul? Ça, je pense avoir répondu. Tu as répondu? Très bien. On peut peut-être le dire oralement si tu Ouais, je pense que ça répond aussi à la question de la cohérence. Alors, effectivement, sur ces données-là, en France, il y a deux grandes bases de référence. Sur la partie privée, c'est l'assurance maladie avec tous les actes facturés. Voilà, et on sait en France que tous les actes produits sont facturés. Et donc, sur la partie publique, c'est la TIH, et donc les données du PMSI sur lesquelles on s'appuyait. Là aussi, on retrouve toute l'activité. C'est du 2023 parce que l'activité 2024 au niveau du PMSI arrive plus tard que la sortie des textes. C'est plutôt à la fin du printemps. Et donc, les données n'étaient pas disponibles quand on a publié les textes. Et donc, vous comprendrez qu'effectivement, les données devaient être disponibles au moment de la publication des textes. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à tout, en tout cas en toute transparence, sur la mécanique interne. Et bien entendu, là aussi, j'ai répondu. Si pour vous, il y a des numéros qui sont valides et qui ressortent invalides, on est à votre disposition. Il y a un support pour ça. Il y a bien entendu des tests croisés de non-régression dans tous les sens. Maintenant, sur les bases elles-mêmes, voilà, il y a des dizaines de milliers de possibilités. Donc, si à un moment vous sentez qu'il y a un doute, on sera là avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si tu faisais référence à la question de Frédéric Nicole qui demandait, lorsque le service de calcul nous indique pour un numéro AM données invalides non prises en compte dans le calcul, que cela signifie-t-il? Donc, en fait, ce que ça signifie, c'est que quand le numéro d'AM ou de finesse ne correspond pas à un numéro d'AM et de finesse qui est connu de nos bases, donc base de référence 2023, soit que ce n'est pas le bon format, soit qu'il est tout simplement inconnu. On vous indique que le numéro est invalide, on l'indique bien dans le mail de résultat dans les champs invalides, et donc on ne le prend pas en compte. Puisqu'on n'arrive pas à trouver d'activité pour ce numéro d'AM et ce numéro de finesse, on ne peut pas le prendre en compte, donc ça veut dire que le résultat ne prend pas en compte ce numéro-là. Ouais. Du coup, pour être plus précis, par exemple, si on a un radiologue, un jeune radiologue, donc tout frais sorti de la formation qui a démarré son activité en 2024, forcément, ça ne va pas remonter dans la base. Mais on peut se dire aussi que c'est probablement pas ça qui va changer de tranche. Voilà, on doit être là sur des effets, on va dire, voilà, marginaux. Mais encore une fois, on est à votre disposition. Si à un moment il y a un doute, j'ai la parole, j'en profite. Il y a à nouveau des questions sur la partie GHT. J'avais l'impression d'avoir complètement répondu, mais du coup, j'en comprends que c'est pas le cas. Si Julie peut prendre la parole, du coup, pour que je bien repréciser ce à quoi je n'aurais pas répondu sur la partie GHT. Alors, je pense qu'il faudrait ouvrir les micros, du coup, Thomas. Thomas, à l'aide pour les micros. Alors, je vais voir si je peux l'ouvrir moi-même. Ouais, sinon... je vais essayer. C'est bon. Merci. Oui, c'est bon, merci. Bonjour. Ouais, c'est bon, j'avais appuyé.
Donc ma question, c'était par rapport justement à, dans le cadre d'une commande de GHT, lorsqu'on remplit le bon de commande, il est demandé une seule tranche de financement. Et donc quand on fait le calcul avec le service de calcul, pareil, on a une seule tranche. Donc j'imagine qu'on prend la tranche maximale qui est affichée et les tranches ne s'additionnent pas, comme cela a été précisé dans le webinaire. Mais Ouais. c'était juste pour confirmer parce que c'était pas très clair pour moi. Mais alors, du coup, non, mais si ce n'est pas été clair donc de votre côté, je pense qu'il y en a d'autres, hein. Du coup, je vais bien repréciser la règle. Sur les GHT, donc, comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs possibilités. Il y en a une déjà qui ferme tous les cas, c'est un seul PAX. Voilà, par construction, au niveau technique, mais également en termes administratifs et financiers, on n'a pas rendu possible la possibilité d'avoir plusieurs Dreambox sur un seul PAX. Du coup, si la GHT a un PAX mutualisé, là, dans tous les cas, c'est une seule Dreambox et on va effectivement faire la somme de l'activité de tous les établissements et pas la somme des tranches de chaque établissement. Ça, c'est extrêmement clair. Encore une fois, nous, ce qu'on considère, c'est une activité globale qui va être partagée, c'est le sens de ce qu'on fait, et donc on va prendre l'activité globale de la GHT. Après, là où c'est un petit peu plus fin, c'est sur une GHT qui n'a pas convergé au niveau SI, qui va avoir plusieurs PAX, plusieurs RIS. Et là, on considère, même si ce n'est pas complètement satisfaisant, notamment au sens de la convergence des GHT, qu'on va avoir autant de Dreambox que de RIS et de PAX qu'il y a sur les établissements. Et donc là, c'est des commandes séparées. Finalement, vu de notre côté, encore une fois, même si ce n'est pas complètement satisfaisant sur une stratégie de convergence, c'est des établissements qui sont disjoints. C'est-à-dire qu'on n'a même pas connaissance de la GHT. Après, il y a l'autre cas où effectivement la GHT est engagée dans une logique de convergence. Par exemple, elle a un seul RIS, elle a plusieurs PAX et elle a vocation à avoir plus qu'un PAX. Et là, la logique, c'est plutôt de faire une commande Dreambox sur laquelle on va connecter tous les PAX et qui, du coup, retombe dans le cas numéro 1 où on fait la somme des activités. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, Daniel. Oui, Jean-Marc, merci pour le complément. Juste parce que bon, on comprend le mécanisme, mais c'est quand même à nous, tu citais l'exemple du GHT. Un GHT qui a un seul PAX. Ce GHT, il est composé de plusieurs établissements avec des finesses géographiques. Donc, nous, on doit, dans ce cas-là, avec la connaissance qu'on a de l'environnement, aller chercher l'ensemble des finesses géographiques du GHT et vous fournir dans la commande la sommation de tout ça. On est d'accord? C'est nous qui construisons, en fait, par rapport à notre lecture du dossier, le volume. Le volume, non, le tableau. Le tableau. Oui, tableau. avec le nombre de sites. On a répondu en même temps. On a répondu. Okay. Oui, le volume, c'est un indicateur exactement. Économique, mais c'est le finesse, la somme des finesses qui vous permet en fait d'intégrer le. Ok. Ouais, et en fait, c'est pas pour vous renvoyer la responsabilité, c'est pas le sujet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a que vous qui finalement connaissez la stratégie. Et puis alors la stratégie de votre client en termes de convergence. Bien sûr. Vous, votre stratégie même là où vous voulez emmener le client. Nous à l'autre bout, administration centrale. Ça, on peut pas le savoir. Non, mais on est d'accord. C'est juste pour. Donc on sera là pour en discuter avec vous au cas par cas quand il y a un doute. Hein. Si vous êtes sur des configurations assez complexes, sur des GHT où il y a plusieurs façons de prendre les choses, indépendamment de la considération économique, où je comprends qu'à un moment, en tant qu'éditeur, vous allez vouloir maximiser aussi les commandes. Il n'y a pas de honte à se le dire. Hein, vous êtes dans votre rôle. Nous, voilà, on fera dans le nôtre d'avoir aussi cette cohérence en termes d'architecture de GHT. On est très attentif à ça. C'est des enjeux numériques qui sont assez larges, hein, même si on va jusqu'à raisonner après au niveau européen. Donc, si à un moment il y a des doutes sur la façon d'aborder certaines GHT en termes de stratégie, on sera bien entendu là pour travailler avec notre rôle. Bon, il n'y a pas que des problématiques économiques, hein. Il y a des problématiques d'exécution et de fonctionnel. Il faut que ça marche. Exactement. Non, mais c'est pour ça que je me permets de le préciser, parce qu'effectivement, c'est pour ça que cette question des GHT, elle est assez complexe, parce qu'elle est multiparamétrique, mais on pourrait se dire que sous un angle économique, on fait autant de Dreambox que de sites, parce que intuitivement, en première intention, c'est plus intéressant. Mais en termes d'exploitation, ça va être aussi beaucoup plus contraignant. Donc, c'est aussi une question d'équilibre, de bénéfice-risque de votre côté, même si je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Mais voilà, effectivement,
Si on a une granularité assez fine, bah forcément après, en termes d'exploitation, de prestations secondaires, il y aura une granularité fine, donc plus de moyens à mettre. Si on consolide un peu plus, forcément, on va peut-être descendre d'une tranche, mais ce sera plus facile à exploiter derrière. Ok, merci. On a une autre main levée. Oui, merci, bonjour. Jean-Baptiste Guillot, salut Jean-Marc. Bonjour, Une Jean-Baptiste, question, avec plaisir. une question concernant les bons de commande n'ayant pas été Oui. familiers avec la Vagune. Dans le cadre d'un GHT, justement, nous devons donc faire signer les représentants légaux sur le même document des différents sites. Donc, si un GHT dispose de 5 sites et qu'on doit regrouper ou qu'on veut regrouper sous la même commande, il va falloir contacter et faire signer sur le même document, d'un point de vue même très pratique. Ils peuvent signer, scanner, mais vous voyez, je vais laisser l'ASP répondre de façon très formelle, hein. En tout cas, nous, ce qu'on en pense, c'est qu'effectivement, s'il y a une seule commande pour plusieurs établissements, il y a une forme de logique, encore une fois, en termes de stratégie de convergence. Donc, si c'est le site pivot, par exemple, qui signe, moi, ça me semble, en tout cas dans l'esprit, bon, mais sur la forme et la question administrative, je préfère laisser la réponse définitive à l'ASP. Si l'ASP est là, je peux y répondre. Sinon, on confirmera par écrit, mais en tout cas, si c'est le site pivot qui engage les autres et qu'il a la légitimité pour le faire, ça me semble acceptable. Oui, tout à fait, on confirmera post-webinaire. Merci beaucoup. Il y avait également une question sur les aides de minimis. Ouais, alors là, je ne répondrai pas. Alors, donc, qui nous dit, je ne sais pas si Ouais, je vais prendre la parole. Ouais. Oui, juste pour préciser, bon, j'avais pas perçu ce petit détail. C'est-à-dire qu'en gros, ces aides, c'est des aides qui sont plutôt destinées à des structures libérales. Ouais. Et donc, nous, il faut qu'on aille chercher si les établissements, si ces structures libérales ont touché des aides. Ouais. Et c'est pour ça que je posais la question du C2I, parce que bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'établissements libéraux qui font des projets d'innovation dans leur coin et qui ont recours à mais peut-être que ça existe, j'en sais rien. Alors, du Donc, coup, moi, je vais trouve ça un répondre. peu spécial, en fait, qu'on nous demande d'aller chercher ça, parce que c'est déjà assez complexe et que je sais même, est-ce que nos clients en ont eux-mêmes conscience? En fait, c'est très précisément ça la question. C'est-à-dire qu'on est sur des mécaniques de financement européen avec des plafonds, avec ce genre de choses. Et donc, nous, en tout cas, on est obligé de vous mettre ce sujet dans le radar parce que si on est au-delà des plafonds, ça va poser des problèmes de financement derrière. Donc, on est plutôt là dans une démarche précautionneuse informative. Et encore une fois, nous, on n'a pas la possibilité de vérifier nous-mêmes, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en termes de stratégie, de vente et d'abord des GHT en termes d'architecture sur cette question des aides. On n'a pas l'info. On n'a pas l'info. Et par contre, notre rôle, c'est de vous mettre en garde et de vous prévenir par rapport à ça en disant attention, il y a des mécaniques un petit peu complexes là-dessus, de cumul, et donc il faut y être attentif. Ça ne concerne que le libéral? Oui. Les établissements ne sont pas concernés. Okay. Une question de Virginie Ricard. Oui, Virginie, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Jean-Marc. Sur les aides de minimis, là, si moi j'ai mon interlocuteur, il sait pas, il est arrivé il n'y a pas longtemps, il n'a pas toutes les infos, il me dit non de bonne foi, mais que finalement ils ont eu quelque chose et que, je sais pas, imaginons on n'a pas de bol et ça dépasse le montant, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Ah ouais, parce que moi, je ne suis pas responsable de sa réponse. Oh, non, mais là-dessus, ce sujet-là, peut-être qu'il faut qu'on refasse un petit atelier. Et on n'aura pas de vérifier en plus. Et en plus, on n'aura pas, encore une fois, vous voyez, on est vraiment plus que de bonne volonté, vous le savez, mais on n'a pas accès à tout et ce type d'informations, on les a simplement pas. Moi, je dirais intuitivement, mais encore une fois, ça fait partie des choses qu'on vous confirmera par écrit. Si le client, il ne sait pas, vous êtes de bonne foi, qu'il s'est trompé, c'est à lui, quelque part, de payer la différence. C'est-à-dire que si vous avez fait votre travail d'information, de recueil d'informations, qui ne vous a pas répondu,
c'est pas à vous de subir les conséquences du dépassement du plafond. C'est le client qui a mal géré son sujet. Voilà. Donc intuitivement, je l'approche comme ça parce que c'est de bon sens. On vous le confirmera que dans les textes, c'est bien comme ça que ça se passe. En tout cas, on va faire en sorte que ce soit plutôt comme ça que ça se passe. Pour aller dans le sens que tu dis, Jean-Marc, c'est bien le client qui porte l'obligation de déclarer Ouais, les éléments-là. tout à fait. Voilà. En fait, la C'est sa complexité là, commande et- ouais, la complexité là, elle est dans le mécanisme de figure Ouais. qui est assez unique en Europe. C'est que du coup, c'est pas le client qui est payé, c'est directement l'éditeur en forme d'achat pour compte. Et donc, la propriété du logiciel, c'est le client, mais celui qui touche l'argent en direct, c'est l'éditeur. Et donc, le flux financier, il est disjoint. Et là, ça peut induire une complexité, mais en tout cas, moi, je vais m'attacher à travailler sur le fait qu'on reste bien sur le fond de ces sujets et que du coup, le client soit responsable de ses plafonds. On a une question. Ouais. Nous, on peut dépasser un peu avec Nathalie. On a Oui, une bien réunion sûr. tous les deux ensemble après sur les VA. Donc, on travaillera un peu moins sur les VA, mais c'est important qu'on se parle. Alors, Du d'abord, coup, on a il y a... Christian. Ouais, Christian, bonjour. Oui, bonjour à tous. Dans la conversation, j'ai posé une petite question poil à gratter, entre guillemets. Dans les modèles de bons de commande, page 10, il y a un tableau avec plein de commandes, plein de colonnes. Et ces colonnes, elles ne concernent pas l'ensemble des clients. Elles concernent, pour une partie d'entre elles, le secteur libéral, pour une autre partie, le secteur privé. Est-ce qu'on peut avoir deux modèles de bons de commande, un pour le secteur libéral, un pour le secteur privé, en ne gardant que les colonnes correspondantes pour éviter d'avoir un tableau avec des colonnes vides de tout, quoi. Ouais. C'est des discussions qu'on a eues entre nous. Donc, Ah on va du oui, coup, alors là, c'est l'ASP qui va pouvoir répondre parce que c'est des discussions qu'on a déjà eues entre nous, mais qu'on peut réouvrir. En tout cas, moi, j'y suis pas opposé, hein. L'idée, vous le savez, c'est que vous puissiez vous concentrer sur les usages de métier et simplifier au maximum les aspects administratifs. Donc, tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Moi, j'ai pas de problème pour ouvrir la discussion avec l'ANS et l'ASP. Je sais pas si l'ASP Moi, veut prendre la parole. Ouais. Ouais, j'ai bien retenu qu'on pouvait faire valider son modèle de bon de commande et on fera comme ça en ce qui me concerne, en essayant de scinder ces tableaux parce que, mine de rien, quand on se met à l'exercice, on se retrouve à mettre à avoir des bons de commande qui passent en format paysage si on veut que tout ça soit lisible. Donc ça, bon. Non, du coup, on va rediscuter. Non, mais on va rediscuter entre nous. Encore une fois, alors, en fait, nous, on a un enjeu aussi de standardisation, de traitement de masse derrière, d'industrialisation côté ASP. Donc, voilà, il faut qu'on respecte l'équilibre entre les deux, mais on va rediscuter entre nous. Moi, je prends le point. On va reprendre du temps. C'est aussi l'intérêt de ces échanges qui sont avec vous très ouverts, hein. C'est d'avoir vos retours pour qu'on fasse au mieux. Merci beaucoup. Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est mieux de raisonner en ce sens. Par contre, nous, il faut qu'on en tienne compte au titre de la lecture optique. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, il y a un enjeu de notre côté d'industrialisation. Donc, je vous réponds. Moi, l'engagement que je prends là en séance, c'est qu'on retravaille dessus sans présager du résultat. Alors ensuite, on a une question de Daniel. Ouais, Daniel, que ce soit une main levée de tout à l'heure qui soit restée. Non, c'est effectivement. Je me disais en vous écoutant que la problématique de validation. Bon, vous nous proposez de faire une étape anticipée de validation de notre bon de commande. Une des idées, et ça va aussi coller avec ce que disait Christian, c'est que effectivement, on peut trouver un modèle un peu générique, et notamment si on revient sur le sujet des aides et des minimis, de mettre une petite condition quand le client il va signer, qui dit qu'il a bien conscience que s'il a des aides de minimis déclarées, qu'il s'engage à avoir bien conscience de ça et d'avoir fait le nécessaire, et que s'il ne l'avait pas fait, ce n'est pas nous, éditeurs, qui serions pénalisés de sa non-déclaration. Moi, je ça fait partie du petit que travail qu'on va mener, mais effectivement, voilà, c'est des idées qu'on de a. faire des choses de cet ordre, quoi. Ouais. Voilà. Après, il faut encore une fois qu'on travaille, je le ferai avec Vincent, moi, sous un angle qui est plus administratif. Voilà, aussi au prisme des réglementations européennes et trouver le juste équilibre.
J'en profite puisqu'on parlait des aides de minimis. Il y a une question de Ouais. Charlotte sur les plafonds. J'ai plus les plafonds en tête, donc je Je les ai préfère plus en pas tête moi non vous plus. dire de bêtises. Je On les ai les plus en tête. récupérera et on vous les Non, communiquera. mais là, sur la partie aide, suite au webinaire, on vous fera un mail à tous en résumant le propos, en vous donnant du coup quelques guidelines aussi pour la partie bon de commande et en reprécisant les plafonds. Pour que vous puissiez vous-même en parler à vos clients, en fait. Oui, Karim. On a aussi oui. Bonjour. Ne Karim. connaissant pas trop les aides minimis, je voulais savoir s'il était possible de récupérer la liste, parce que je pense que les clients bénéficiant de ces aides-là, l'établissement, du moins le fonds d'investissement qui donne ces aides-là, doivent avoir une liste, et ça serait peut-être intéressant Là, on de va nous tout la vous partager. transmettre. Ouais, bien sûr. D'accord. Je ne crois pas moi-même l'avoir déjà lu une fois, donc ce sera l'opportunité aussi de la lire. Je pense que c'est pareil pour Nathalie. Pareil. Mais du coup, on fera un petit update sur la partie aide. D'accord, merci. Avec plaisir. Du coup, merci Daniel. Qui a fait pour notre place, c'est magique. Mais on vous fera un petit. Merci. On vous fera un petit récap là-dessus, parce que le sujet est pas simple, et si on le traite bien maintenant, a priori, c'est simple. Si on le traite pas bien tout de suite, on va être embêté à un moment ou à un autre. Voilà sur le sujet. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions ou d'autres mains levées, mais n'hésitez pas à vous manifester. Sur les GHT, on y est revenu. Sur les histoires, oui, sur les histoires de base, j'y ai répondu aussi. Les histoires de formalisme, ça c'est bon. Sur les histoires de deux activités, là, on va voir avec Software. Là, il y avait une question. S'il y a des cas particuliers, nous, de la connaissance qu'on en a aujourd'hui, c'est qu'un médecin, soit il est radiologue, soit il est médecin nucléaire, mais qui ne cumule pas les deux. C'est pour ça qu'on l'a dissocié sur la partie texte. Mais on va revoir avec Software, donc s'il y a un exemple particulier qui nous aurait échappé. Moi, j'en connais pas. En tout cas, dans les nombres d'actes sur la base de référence de 2023, il n'y a aucun doublon. Il n'y a aucun doublon. Entre médecine nucléaire et radiologie pour les médecins. Il n'y a pas un numéro AM qui ressort sur à la fois qui ressort dans la base d'actes Mednuc et dans la base d'actes radio. Donc, en tout cas sur la base CCAM et sur la base des actes facturés en 2023, il n'y a pas de doublon. Alors, c'est peut-être ça que j'ai pas compris en fait. Je suis désolée. Hein, Il n'y a pas de souci, mais on est là pour ça. Quand tu dis il n'y a pas de doublon, pour toi, c'est quoi? Parce que on a un site qui nous avait différencié lors de la vague 1, son activité de radio et son activité de Mednuc, parce que le numéro AM, il était sur 2 sites différents. Donc, c'est pas le même. C'est 2 numéros différents. Mais il a bien un pour son site de Mednuc et un. Mais donc, oui, mais il a bien 2 activités avec 2 numéros différents. Ouais, alors du coup, nous ce qu'on dit, c'est un médecin libéral au sens de son numéro AM ne peut pas être radiologue et médecin nucléaire. C'est-à-dire qu'un AM ne peut pas facturer, du coup on est d'accord. Dans ça, je suis d'accord. Bon ben voilà, et ben donc on est d'accord. Un AM ne peut pas facturer à la fois de la radio et à la fois de la Mednuc. C'est pour ça qu'on a écrit un médecin libéral ne peut être radiologue et médecin nucléaire. Oui, mais quand tu fais le tableau, et quand tu fais ton tableau sur ton bon de commande, tu mets ton nom de médecin, tu mets son RPPS et tu mets toute sa liste de numéros AM. Donc en bout de ligne, tu mets bien qu'il est mixte puisque tu as à la fois son AM mais tu as bien de deux radio. numéros AM. Donc nous, on va faire la somme mais c'est une même ligne. Non, mais c'est vrai. Mais c'est une même ligne. Ah, et donc, ton activité, tu mets bien mixte à la fin. C'est pour ça que je comprends pas. En effet, si ce cas se produit, moi je pensais que ce n'était pas possible. En effet, il faudra mettre mixte à la fin. D'accord, c'est pour ça que je n'ai pas compris, Jean-Marc. Non, mais c'est pour ça, il faut. Enfin, encore une fois, moi, ce cas-là, je ne l'ai jamais vu. Mais s'il existe. Il n'existe pas. Alors moi, je ne sais pas. Dans la vague 1, moi, j'ai un client qui m'a différencié 3 sites. Un où il avait que de l'activité de radio et 2 où il avait de la Mednuc. Moi, j'en sais rien après. Bon, moi, ce que je vous propose, ce cas particulier, on le traite entre nous en asynchrone. Oui. A priori, on a quand même beaucoup bossé le truc, donc je suis plutôt serein sur le fait de vous dire que ça n'existe pas. Si du côté de Lille, il y a un cas ultra particulier qui est passé au travers des mails du TAMI, on fera évoluer. Mais là, aujourd'hui, je te le donnerai, on regardera. Ouais, j'ai pas de raison de penser que ça existe. Ok.
Et je pense qu'enfin, Nathalie, on ne s'était pas reconcerté là-dessus, mais on a travaillé Non, ça me dessus fait bon, il y a quelques mais semaines. On a croisé, enfin, tous les deux, on a fait les tests en double, on a travaillé sur les bases en double, on n'a jamais trouvé ce cas-là, quoi. Et tu diras, il y a Daniel qui a levé la main aussi. Oui, je l'ai fermé, je l'ai rallumé parce que Ah bah, je voulais être sûr tu voulais de. Non, non, reparler. mais oui, je voulais reparler, désolé. Je refais mon pénible. Je retente ma chance. Le sujet des numéros AM, bon, on a longuement discuté. J'ai bien compris que c'était un sujet compliqué pour la DNS, autant pour le Bah, pas tant public. pour la DNS, hein. Ouais, c'est Non, mais modélisation générale côté voilà, c'est ça. administration centrale, c'est Puis pas c'est aussi une spécifique information DNS. un Ouais, petit peu sensible, puisque exactement. associée à du flux de facturation, donc Oui. ça, pas de souci, mais il n'y a vraiment aucun moyen de votre côté. Nous, on va faire une liste de médecins. Donc ça veut dire qu'il faut que les médecins, par rapport à une situation d'exercice donnée, dans un groupe, il y a plein d'intervenants. Ouais. Le risque, en fait, pour nous éditeurs, c'est pour D'en certains oublier. éditeurs d'oublier ou Bien sûr. d'avoir soit surjoué des numéros, soit à l'inverse d'en avoir oublié, avec des différences qui peuvent être assez significatives, notamment Alors, sur sur le la tranche. surjoué, là, du coup, je vais être très direct sur la réponse. Sur le surjoué, on le verra directement, nous. C'est-à-dire qu'on verra à un moment que le truc il va arriver 2 fois, Et donc alors ça, on j'ai le dit verra tout de suite. surjoué, parce que j'en ai Ouais, aucune non, mais espèce voilà. d'idée, hein, mais Oui, non, mais en fait, il y a deux cas ma possibles. crainte, c'est plutôt l'inverse. Ouais, bah, bien sûr. C'est de ne pas réussir à avoir la collecte Ouais. exhaustive des numéros AM, parce que ben, voilà, quand on teste Alors, avec nos clients, bien sûr. on a des médecins qui ont du mal, ils ne savent pas ce qu'est leur numéro AM, ils en donnent 3 avant de nous donner le bon, hein, quand même, il faut le Ouais, savoir. bien sûr. Alors, du coup, donc, en fait, il y a deux cas possibles. Soit il y a des numéros qui arrivent en double, soit il en manque. Et c'est ce que tu disais par surjouer, je le reprends avec des trucs un peu plus déterministes. Sur les doublons, nous, ça sort tout de suite en erreur. Vous pouvez imaginer que c'est les premiers cas qu'on a testés. Effectivement, s'il en manque, et c'est comme les questions d'architecture, en fait, nous, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que on ne sait pas a priori quel médecin travaille sur quel site en fonction de quelle architecture vous avez proposé, quel rattachement. Enfin, on n'a pas de moyen, nous, de vérifier, de vous dire attention, vous avez oublié. C'est impossible. Parce qu'on n'a pas l'info, tout simplement. Ce qu'on peut vous proposer, parce que je pense qu'il y a aussi de votre côté besoin, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là en vague 1, de prendre confiance dans le dispositif, de voir que ça fonctionne, que c'est juste. Ceux qui ont vécu la vague 1, voilà, c'est du travail, hein, il faut être minutieux, mais ça fonctionne bien. À votre dispo, sur les tout premiers devis, les tout premiers clients, pour regarder avec vous, on prend Nathalie et ou moi un petit temps d'échange avec chacun d'entre vous pour valider ensemble les premières commandes, les premières tranches, et pour vous dire, bah oui, voilà, c'est juste, et vous rassurer sur le fait que ça fonctionne bien. Parce qu'on Nous, est d'accord. on est prêt à faire ça, il n'y a aucun problème. On est d'accord, Jean-Marc, on peut se retrouver avec des demandes de financement RIS, Ségur Vague 2, avec une liste de médecins et du numéro AM spécifique au RIS, avec une demande Dreambox qui peut être différente, parce que le choix d'architecture. Mais c'est le cas, bien sûr, ça va arriver. Ouais, on est bien d'accord. Ah ben oui, le cas. On n'a pas une isométrie parfaite entre ce qui va se passer à droite et à gauche. Et non, pour la même raison qu'aujourd'hui, il n'y a pas une isométrie parfaite entre RIS et PAX. C'est-à-dire qu'il y a des. Donc, c'est très clair. En fait, la Dreambox, elle arrive entre les deux. Et donc, forcément, par construction, elle ne va pas être complètement alignée avec le PAX, enfin avec le RIS, pardon, parce que les architectures PAX sont parfois un petit peu différentes, parce qu'il y a aussi des notions de convergence de SI dans les GHT avec des choses un petit peu évolutives. Donc, oui, il n'y a pas une relation 1-1. Ça, c'est sûr. Les structurations juridiques des groupes libéraux, oui, bien sûr. que tu connais bien, a profondément changé ces dernières années avec des reconfigurations. Et change en temps réel. Absolument. C'est très mouvant. Sous nos yeux, on les voit changer, nous, puisqu'il y en a qui nous remontent, parce qu'on a aussi des questionnements sur les certificats. C'est très en lien avec ça aussi, absolument. Oui, bien sûr. Non, mais on est complètement là-dedans. Moi, j'en discute régulièrement avec le G4. Hein. Oui, non, mais pour nous aussi. Et pour la profession aussi. Hein. Enfin, pour en discuter très régulièrement avec le G4. Donc oui, on est en ce moment sur un écosystème qui est évolutif. Il y a aussi des clients qui changent de RIS et qui, du coup, en changeant de RIS, changent d'architecture, mais sans forcément changer le PAX. Enfin, il y a à peu près tous les cas possibles en ce moment.
Donc le sujet n'est pas simple. Mais c'est aussi pour ça, si vous le voulez, que sur les tout premiers, on peut travailler ensemble voilà, pour que vous preniez en main la mécanique et aussi preniez confiance dans le dispositif. Oui, Virginie. Après, je reparlerai de l'histoire des demi-connecteurs. J'ai répondu dans le chat, mais ça mérite que j'en parle 2 minutes si on peut encore un petit peu prolonger. J'ai juste une Vas-y, dernière Virginie. question par rapport à la vague 1 Ouais. et la période de référence qui a été choisie. On avait eu le cas de certains sites qui avaient changé entre-temps de structure. Enfin bon, voilà. Donc leur numéro M n'était pas les mêmes. Ouais. On est dans le même cas que dans la vague 1, c'est-à-dire qu'on reprend ceux de 2023, même s'ils ont changé en 2024. Oui. Ok. Oui. Ok. Pour les raisons que je Ça vous ai change données, pas. c'est que le PMSI, il sort plutôt à la fin du printemps, que nous, on a publié les textes fin février, et que donc, sur un angle strictement réglementaire, on devait être aligné au moment de la publication. Ok, ça va. Donc ça change pas. Regarde la même. Ok. Ouais, Super. ça change pas. Mais du coup, c'est bien que tout le monde l'entende parce que toi, tu l'as vécu en vague 1 avec Loris, Oui. et donc, voilà. Donc forcément, courage. côté éditeur DB, ça va être aussi une nouveauté, mais on n'a pas trouvé de solution plus simple. J'ai entendu toutes les sollicitations qu'on a eues par les éditeurs sur faites différent, faites plus simple, mais à un moment, il nous faut des critères déterminants pour calculer les tranches, avec des choses objectivables. On a aussi nous-mêmes des contrôles de l'Europe, donc on est obligé aussi de justifier de ce qu'on donne, et donc à un moment, on est obligé de se raccrocher à des déterminants et des choses précises et objectivables. Du coup, sur les demi-connecteurs, j'ai répondu dans le chat, j'en reparle. Donc, on va, vous le savez, porter une attention toute particulière sur la question des demi-connecteurs téléradiologie et donc PACS en général. Nous, ce qu'on vous préconise, c'est de cocher, même quand vous avez un doute. En fait, si le client vous dit non, il n'y en aura jamais. Bon, ouais, cochez pas. S'il vous dit oui, peut-être, on y réfléchit. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais pourquoi pas? Cocher, ça coûte rien. Nous, on préfère avoir finalement un bon de commande où on a une case cochée avec un demi-connecteur, mais qui finalement n'est pas déployé parce qu'il n'y a pas eu la commande Dreambox, plutôt que de se trouver dans un cas où il y a la commande Dreambox, le demi-connecteur, il n'a pas été coché sur le bon de commande, et que du coup, ça pose des problèmes derrière de facturation. Voilà. Nous, en tout cas, on a prévu, en termes d'enveloppe, que dans tous les cas, il y avait une Dreambox. Voilà, donc dans tous les cas, le demi-connecteur, il est coché. Donc nous, c'est provisionné. Donc, partons plutôt dans cet objectif-là, qui est aussi celui de maximiser les usages, plutôt de se retrouver avec des cas particuliers en disant « Ah, mais non, mais le client n'a pas coché, il n'était pas sûr, du coup, on n'était pas sûr, on n'a pas coché, du coup, à la fin, il n'y a pas le demi-connecteur, et il faut demander au client de le payer. » Voilà, c'est ce que j'ai indiqué dans le chat, mais je voulais vous le redire. Pour nous, c'est un pack un petit peu complet, cette vague de imagerie, avec le temps que, voilà, maximum de Dreambox connecté à l'Iris. Et donc, par défaut, il faut cocher la case. Voilà, ce que moi, j'aurais bien fait, mais que l'ASP n'a pas forcément accepté, ce que je comprends aussi. Je ne sais pas si côté SP, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, rien à rajouter. Voilà, mais on a beaucoup bossé là-dessus avec l'ASP. Encore une fois, c'est le Ségur, c'est le libre choix du client. C'est aussi la responsabilité de l'éditeur par rapport à ça. Donc, il vous appartient de cocher les cases, mais ne prenez pas le risque de ne pas cocher la case si à un moment, il peut y avoir une Dreambox. Et du coup, je remercie aussi l'ASP au passage pour tout le travail de ces derniers mois pour bâtir tous ces mécanismes-là. Il n'y a plus de questions, on va peut-être s'arrêter là. Bon. 20 minutes de retard, désolé. Bien, merci à tous. Ouais, merci pour toutes vos questions et donc en asynchrone les quelques compléments qu'on vous doit avec Nathalie et l'ASP. C'est ça, sur les GHT de minimis, format. Voilà, et à nouveau, merci à l'ASP pour tout le boulot de fond. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.